Bienvenue au musée pour cette exposition consacrée à Maya Ruiz Picasso, fille de Pablo. Maya qui se trouve être ma mère, donc je suis la commissaire d'exposition aux côtés d'Emilia Filippo. Voilà, et donc on va vous présenter ce parcours. Bienvenue, on y va. Donc cette première salle réunit les 4 enfants de Picasso, Maya, dans cet admirable portrait qui immortalise ses premiers pas. Et elle est présentée aux côtés de Polo, qui est le premier fils, donc le fils d'Olga, et Claude, ainsi que Paloma, né de son union avec François Gillot. Et c'est vrai que l'idée dans cette salle, Diana, c'était de rappeler que Maya est la première fille de Picasso, mais pas son premier enfant. Exactement, oui. Quand Maya naît, elle a déjà un grand frère, Paul, qui a 14 ans. Déjà 14 ans. Et elle-même sera grande sœur à son tour de Claude et Paloma. Voilà, c'est aussi l'idée de montrer que Picasso est finalement toujours un peu en avance. C'est un homme moderne avec une famille recomposée et qu'il fait évoluer ses différents enfants ensemble dans son quotidien. Dans cette deuxième salle est présenté le film de François Kuentz-Lévy que j'ai produit et coécrit, qui permet d'avoir effectivement une introduction à l'exposition sur le ton de Je me souviens, puisque c'est Maya qui parle et qui évoque ses souvenirs avec son père. Ça constitue en effet une très bonne introduction à l'exposition et on retrouve des archives et des éléments qu'on va voir au fil du parcours, mais qui sont comme ça racontés avec cette manière très personnelle et très poétique du réalisateur de mettre en scène cette histoire familiale. Cet été-là, Picasso a perdu sa mère. Il cherche désespérément à faire sortir ses neveux et la tour du camp d'Argelès, où ils ont été internés après avoir fui l'Espagne franquiste. Là, on arrive vraiment au cœur de la jeunesse de ce projet, Diana, qui est la salle consacrée au portrait de Maya, avec le tout premier portrait de la série, qui a été exécuté en janvier 1938, avec Maya à la poupée. Voilà. Oui, c'est effectivement formidable d'avoir pu réunir toutes ces œuvres qui sont dispersées aujourd'hui dans le monde entier et de voir à quel point Picasso observe toujours avec beaucoup d'entêtement, d'acharnement le même sujet, et notamment peut-être l'attachement de Maya à ses jouets, et notamment à ses poupées qu'elle tient très fortement dans ses bras. Alors, c'est vrai que c'est une prouesse en plus et que ça faisait partie de notre souhait de départ de rassembler le maximum de portraits de Maya. Picasso a consacré 14 portraits à sa fille, donc ce qui est considérable par rapport à ses autres enfants. C'est celle qu'il a le plus représentée en peinture, avec ce rassemblement exceptionnel de 11 portraits à l'occasion de l'exposition, dans lequel on peut suivre, comme tu le disais, la manière dont Picasso travaille vraiment par cycle. Donc Maya à la poupée, une maternité, le rapport enfant-poupée se transforme en mère et enfant avec ce double portrait avec Marie-Thérèse, et puis ensuite des portraits en pied, pas mal de portraits en pied, soit avec le jouet du bateau, soit le motif de Maya à la chaise, ou encore Maya au filet de papillon. Alors là, on peut observer la technique aussi, où à la fois ce dessin emprunte un grand classicisme, contraste avec la manière dont il a apposé directement avec le tube de peinture la couleur rouge sur son tablier. Je trouve qu'on se rend bien compte dans cette présentation d'ensemble la manière dont Picasso décline son sujet, avec certaines caractéristiques communes, donc notamment dès le début un fond très neutre. Maya est assise comme sur un sol figuré par cette bande marron, et puis un fond neutre, que ce soit blanc-gris, turquoise. Le turquoise est vraiment une couleur qu'on retrouve beaucoup dans les portraits de Maya. On voit aussi à quel point il dialogue avec les maîtres anciens, une évocation des grands maîtres du portrait, et évidemment avec Picasso qui pousse plus en avant cette sorte de cubisme psychologique qui sonde l'âme d'une petite fille qui n'a que 3 ans.
Et puis ce qui est assez commun aussi à certains des portraits, c'est la technique très particulière, en tout cas la manière dont Picasso représente Maya, particulièrement dans ce tableau de Maya en costume marin qui a été prêté par le Musée d'Art moderne de New York. On a une technique très spontanée, très enfantine, avec une disproportion des membres et presque cette manière justement très naïve de représenter son enfant, comme s'il y avait une adéquation entre le sujet et la manière dont Picasso l'aborde, et comme si au contact de sa fille, Picasso avait voulu renouer avec une forme de liberté et encore s'affranchir des conventions et même de son style précédent. Il réinvente véritablement la manière d'aborder son sujet. Tout à fait. D'ailleurs, on a pensé que c'était un autoportrait qui était métamorphosé sous les traits de sa fille. Avec ce détail de Picasso, donc c'est un des seuls qui est signé de la série, sur le béret de l'enfant, puisque Picasso signait peu ses toiles, ou il les signait quand elle quittait l'atelier, et là on est véritablement dans des portraits intimes qui avaient vocation à rester dans la famille. Et puis ce qui est intéressant aussi, alors particulièrement dans celui-ci, la fillette couronnée au bateau, c'est qu'on a une palette colorée très, très vive, alors très étonnante, je trouve, pour Picasso, ce jaune, orange, rouge vif, et avec cette couronne de fleurs qui fait plus penser à une couronne d'épines. Donc on est dans un espèce de paradoxe entre un sujet très enfantin et a priori très anodin, et puis finalement ces couleurs vives qui peuvent aussi évoquer un incendie et rappeler le contexte de la guerre. Là, effectivement, c'est important de rappeler que Maya naît en 1935 et ses portraits ont tous été réalisés en 1938 et 1939, donc à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, dans un climat d'inquiétude. Et c'est peut-être ce qu'on décèle dans ce regard qui a une certaine gravité dans certaines toiles. Et puis au centre de la salle. Et au centre de la salle, ces sculptures qui ont été réalisées à Boisgelou, en 1930. Donc une évocation de Marie-Thérèse, donc la mère de Maya, dont il fait la connaissance en 1927. Et ces sculptures qui sont des sortes de projections du désir de Picasso dans le corps de Marie-Thérèse nous semblaient particulièrement appropriées pour évoquer ce désir d'enfant qu'il a dès sa rencontre avec Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qu'on retrouve dans cette salle précisément. Oui, cette salle qu'on a voulu un peu en retrait, les prémices de Maya, on voit ses portraits cryptés, puisque lorsqu'il fait la rencontre de Marie-Thérèse en 1927, il est marié à Olga Koklova. Donc il faut attendre 1932 pour que la Marie-Thérèse solaire soit exposée au grand jour. Et c'est vrai qu'on se rend compte en l'espace de deux tableaux de la manière dont Marie-Thérèse va être présente dans l'œuvre de Picasso de manière tout à fait différente. Avec, tu l'as dit, ces guitares, puisqu'il s'agit de guitares, qui sont en effet des allusions cryptées à Marie-Thérèse, puisqu'on voit très nettement le M et le T, donc les initiales de Marie-Thérèse, et qui ne sont compréhensibles que de Picasso lui-même à l'époque, puisque la relation est tenue secrète. Donc dans ces premières années, qui font suite à la naissance de Maya, ça représente une période de crise conjugale. Il décide de se séparer de sa femme, Olga, et de demander le divorce. Et il va cesser de peindre donc pendant 9 mois. Et c'est au cours de cette période qu'il va s'adonner à la poésie, à l'écriture et puis particulièrement au dessin. Donc on voit une série de dessins vraiment éblouissants, où Picasso présente donc à la fois Marie-Thérèse et Maya et des maternités avec une énorme tendresse. Et une approche beaucoup plus réaliste finalement que ce qu'il va développer en peinture plus tard, où là on a vu qu'il y a différentes manières de représenter Maya, mais qui puise aussi bien aux maîtres anciens que dans son propre langage cubiste, ou que dans cette forme un peu libre, un peu brute et naïve. Là on est véritablement dans une approche beaucoup plus intime à la fois et réaliste d'une certaine manière, dans la tradition des portraits anciens. Qu'on arrive maintenant dans la salle consacrée aux portraits dessinés de Maya. Merveilleux portrait. On la voit souvent de profil. D'ailleurs, elle indique à plusieurs reprises qu'il aimait portraiturer à la manière des médailles antiques à son profil. Il lui demandait de ne pas bouger, de ne pas sourire. Donc là, on retrouve, oui, en effet, la tradition du portrait et toute cette culture visuelle qu'a Picasso très classique. Ici aussi, ils sont... Oui, des dessins réalisés à la plume et encre brune. Ici,
aussi des aquarelles, des encres. Donc un rassemblement assez unique et puis surtout le volet inédit de cette exposition, c'est quand même ces carnets de dessin qui ont été retrouvés et partagés à l'occasion des recherches que tu as menées dans ces archives familiales. Carnets de dessin à 4 mains. Incroyable, oui, ça tout à fait inédit dans l'œuvre de Picasso, puisqu'a priori il n'a pas procédé de la même façon avec ses autres enfants, et c'est donc une trouvaille exceptionnelle de voir à quel point il enseigne à sa fille l'art du dessin, lui-même qui a appris le dessin de son père, et il lui montre comment réaliser la perspective, la position des ombres et des lumières. Elle le note. Et puis ces carnets de coloriage aussi, où il a rajouté certains personnages. Donc on a vraiment cette complicité qui transparaît aussi au fil des pages, et puis cet amusement aussi d'inversion des rôles, de Maya qui note son père alors que lui-même lui fait des modèles et que ce devrait être elle qui s'exerce au dessin. Donc on a ce va-et-vient qui est tout à fait émouvant et intéressant. Et en effet, qui est un cas unique dans les carnets de dessin qu'on conserve de Picasso. Et puis certaines pièces aussi plus surprenantes, en tout cas plus inventives, dans le sens où on est face à un collage là, véritablement. Oui, enfin il n'a pas collé, il a épinglé. Et effectivement, un dessin encore très classique, dans lequel il a confectionné une petite poupée qu'il a épinglée dans ses cheveux. Et qui est une feuille de carnet aussi. Oui. Qu'il a arraché pour en faire œuvre avec un encadrement, tu me disais, d'Ambroise Vollard. D'Ambroise Vollard. Et là, elle a 8 ans. Maya a 8 ans. Et ce qui est intéressant aussi en dessin, c'est que Picasso la représente à tous les âges de la vie, de 3 mois jusqu'à 18 ans, contrairement aux peintures qui sont vraiment circonscrites à l'âge de 2-3 ans. Quoi. Oui. Donc dans cette salle sont présentées les sculptures, et notamment les sculptures qui sont parfois amenées à distraire Maya, donc des théâtres de marionnettes, des oiseaux qu'il confectionne à partir de cartons d'invitation, qu'il découpe, qu'il plie à la manière des origamis sur lesquels il dessine. C'est tout à fait fascinant de voir à quel point l'invention est partout, et il renoue évidemment avec des choses qu'il avait l'habitude de faire quand il avait 5-6 ans. Moi, ce qui me fascine aussi avec ces oiseaux, c'est la pauvreté des matériaux. Donc, tu l'as dit, cette manière dont il fait feu de tout bois, et puis la manière dont ils sont parvenus jusqu'à nous, parce que ce sont des pièces éminemment fragiles, très délicates, qui s'animent juste par justement la pliure et l'orientation et la forme que Picasso a pu donner à ce papier, et qui sont parvenus jusqu'à nous. Oui, ça rappelle les petites guitares qui sont conservées au musée d'ailleurs. Après, donc ces sculptures majeures, celles-ci faisant partie du musée Picasso, puis d'autres dans des collections particulières, dont cette marionnette tout à fait troublante, inspirée par Maya, et toujours faite d'éléments de récupération, des vieux morceaux de rideaux, des morceaux de bois, des clous. Des boîtes à cigares. Des boîtes à cigares, des sifflets. Des sifflets, des morceaux de corde aussi pour faire la chevelure. Et puis cette manière aussi très immédiate de traduire les formes, avec une grande économie de moyens. Il arrive à animer ses personnages et à en faire de véritables sculptures, avec cette évocation du monde de l'enfance par ces articulations aussi de poupées qu'on retrouve en peinture dans les portraits de Maya. Oui. Et puis cette même palette chromatique aussi qui est très singulière pour Marie-Thérèse et pour Maya. Oui, c'est vrai, ce bleu céleste, ce jaune, ce rouge. Et ce mauve aussi. Et puis ces poupées qui sont très chargées, comme animées, qui rappellent un peu les poupées Kachina ou toutes ces œuvres primitives. Donc ici, on a un portrait tout à fait singulier de Maya. On connaît l'amour de Picasso pour les natures mortes.
Mais là, il a immortalisé quelque chose de très particulier. Il avait remarqué donc, que les enfants qui étaient allaités, donc Maya en 1938, donc quand elle a 2-3 ans, est encore allaitée par sa mère, et les selles, donc les excréments des enfants ont une couleur particulière, notamment un jaune particulier. Donc il a trempé un bout de coton dans sa couche et il l'a posé sur cette toile en guise de pomme. Il a encore une fois anobli un matériau et c'est tout à fait émouvant de voir à quel point finalement l'amour de Maya transparaît dans tous les éléments. Dans tous les éléments. Et c'est vraiment un cas unique, enfin, à ma connaissance. Oui, je ne vois pas d'autres. Oui, à notre connaissance, c'est un cas unique, effectivement. Donc il y a une manière de véritablement, matériellement, mettre une partie de Maya dans son œuvre. C'est ça. Ouais. Avec cette fascination aussi et cette forme de superstition qu'il avait par rapport justement à tous les éléments du corps et ce rapport particulier à ses propres cheveux notamment. Oui, alors c'est ce qui nous a beaucoup étonnés finalement dans la préparation de cette exposition, c'est tout ce pan mystique qu'on soupçonnait, mais dont on n'avait pas véritablement de connaissance réelle. Donc la redécouverte de ses ongles, de ses mèches de cheveux, sachant qu'il ne voulait pas que quelqu'un s'en empare parce qu'il avait peur qu'on exerce sur lui une forme de magie noire, donc il les brûlait ou alors il les donnait à des personnes de confiance. Il y avait aussi évidemment tout cet élan romantique d'échanger les cheveux. Là on voit des cheveux aussi de Marie-Thérèse, tout en complet contraste avec la noirceur de ses propres cheveux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a permis de mieux appréhender tout un personnage mystique, spirituel, qu'il tient évidemment de ses origines andalouses, notamment par sa mère. Et c'est la raison pour laquelle il a peut-être conservé tout, y compris la poussière, qu'il pensait investie d'une protection spirituelle, et notamment ses vêtements. Voilà, ses vêtements, ses complets qu'il ne fallait pas jeter, puisque il préférait les garder ou éventuellement les brûler. Et puis ses charentaises et ses chaussures. Alors c'est très émouvant aussi de voir son premier chausson qu'il a donné à Maya. Sa mère l'avait conservé, il l'a donné à Maya, qui elle-même en a fait don à la Casa Natale de Malaga. Oui, qui est là le tout premier chausson. Donc en effet, il aurait pu le donner à un autre de ses enfants, mais c'est à Maya qu'il a choisi de le donner. Et puis moi, ce qui m'a marqué aussi dans cette découverte que tu as faite de ce rapport de Picasso à ses ongles, à ses cheveux, c'est la manière dont il a fait de Marie-Thérèse la garante de ces éléments, au-delà de leur séparation, puisque Picasso va rencontrer notamment une autre femme, Françoise Gillot, avec qui il va avoir 2 autres enfants. Mais même dans les années 50, il continue de lui écrire. Il continue de lui écrire des mots d'amour et il lui envoie ce qu'il a de plus précieux, ses ongles et ses cheveux. Et elle, avec beaucoup de soin, documente tout. Cheveux de Picasso de 1950, tout était dans des petits papiers très soigneusement conservés. Comme des reliques. Exactement. En fait, c'est un ensemble de reliques. Alors évidemment, il avait toujours ses amis, que ce soit Marc Jacob, Sabartès. On raconte qu'il avait souvent dans sa poche, comme en guise de talisman, un quart de kilo de morceaux de cuivre sur lesquels étaient burinées des formules kabbalistiques. Donc c'est vrai qu'il était entouré de gens qui étaient extrêmement spirituels. Et il avait sans doute vu à travers Marie-Thérèse quelqu'un qui comprenait en fait ses affinités. Qui comprenait et puis qui lui assurait aussi de sa confiance dans la transmission, la préservation pour l'avenir. Tout à fait. Donc c'est assez notable. Et qui permet aujourd'hui de voir à quel point Maya, elle aussi, était une gardienne du temple et s'est assurée de la préservation de tout ça également. Jusqu'aux habits, en effet, tu l'as dit, ces chaussons qu'on voit ici, et puis qui permettent aussi d'aller au-delà de cette période de vie partagée de Maya et de son père, puisqu'ils ne vont plus vivre ensemble directement, en tout cas dans la même ville, après la guerre.
Mais malgré tout, et c'est ce dont témoigne aussi cette salle, c'est le lien et ce lien familial qui va perdurer et la grande proximité qu'ils vont avoir dans les années 50 autour des vacances, puisque Maya descend à chaque vacances dans le sud avec ses frères et sœurs. Donc déjà cette famille recomposée d'une certaine manière. On a notamment des photos de Picasso avec l'ensemble de ses enfants autour de l'arbre de Noël. Et puis cette expérience et cette aventure singulière du mystère Picasso quand même. Du mystère Picasso, voilà, réalisé par Georges Clouzot, et il demande à Maya de l'assister dans cette aventure unique où Georges Clouzot essaye de percer le mystère de la création, œuvre très ambitieuse. En tout cas, ces photos sont très belles, des photos d'Edward Queen. Ils permettent de saisir effectivement, encore une fois, leur complicité.